Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre une table ronde sur le parcours de sortie de la prostitution. C'est un événement organisé par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Alors cette table ronde a été organisée à l'occasion des 2 ans de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Vous allez le voir, plusieurs intervenants vont s'exprimer, notamment les représentants de l'Amicale du Nid, du mouvement du Nid, ainsi que la Fédération des acteurs de la solidarité. Le parcours de sortie de la prostitution, c'est une des mesures phares de ce texte. Et c'est justement, je viens de le dire, l'objet de cette table ronde. Voilà, tout de suite, donc, on écoute cette table ronde. Merci beaucoup de cette opportunité de faire un point d'étape sur la mise en place de cette loi qui pour nous est absolument essentielle puisqu'elle est un changement de regard sur les personnes en situation de prostitution. Mais j'y reviendrai. Tout d'abord, donc, l'Amicale du Nid est une association qui existe depuis 1946 avec le mouvement du Nid. Les deux associations sont maintenant différentes, mais sont bien sûr sur la même analyse politique et la même conception de la question de la prostitution et du suivi des personnes. Donc l'Amicale du Nid travaille avec des professionnels de l'action sociale. Nous avons 200 salariés, nous sommes présents dans 11 départements maintenant. Et nous allons à la rencontre des personnes en situation de prostitution dans les villes, sur les routes et maintenant de plus en plus sur Internet. Donc nous rencontrons environ 4800 à 4900 personnes par an. Ensuite, nous accueillons, nous accompagnons des personnes dans nos différents dispositifs, dont des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc chaque année, nous accueillons et nous accompagnons environ 5300 personnes adultes. Je précise adultes puisqu'il y a également beaucoup d'enfants, ce qu'on oublie souvent quand on parle de la question de la prostitution. Nous faisons aussi des actions de sensibilisation des jeunes et de la prévention avec environ 700 jeunes concernés et de la formation sur la question de la prostitution avec environ 1500 professionnels concernés chaque année. Sur le financement, donc nous avons un budget d'environ 13 millions d'euros par an. Qui est massivement sur le BOP 177, donc au titre des crédits à la lutte contre pour l'insertion et contre la précarité. Les financements des droits des femmes dont vous parliez sont importants pour nous, mais ils ne représentent qu'une partie des crédits. Mais je reviendrai à cette question de crédit en conclusion. Donc cette loi est pour nous historique, je le disais, et l'association s'est engagée aux côtés des autres associations du collectif Abolition dès le début. Le parcours de sortie, donc le point d'étape est important. Donc le parcours de sortie est bien sûr la mesure phare, mais s'inscrit dans l'équilibre de cette loi, et cette loi est vraiment porte sur ces 4 piliers, et pour nous les 4 piliers sont absolument essentiels. Mais dans ce point d'étape, ce qu'il y a de plus important, c'est que ce changement de regard de la société, il est en train de se faire, il est en train de bouger. Et c'est essentiel pour les victimes de prostitution, de proxénétisme et de traite. Hier, je parlais avec une femme qui a eu la chance d'avoir le parcours de sortie. Et cette reconnaissance comme victime d'un système, elle n'est pas coupable, ça lui donne tout de suite une autre dimension. Elle le disait, je peux marcher la tête haute. Donc c'est vraiment un point extrêmement important. Alors changement de regard aussi, puisque on le voit dans les départements, il y a une prise de conscience assez globale
de la réalité du phénomène, de l'existence du phénomène. Et ce, même dans des départements où le phénomène n'existait pas. Enfin, n'était pas vu. Par exemple, nous avons été amenés à faire des interventions dans l'Aube, en Haute-Marne, dans quelques départements de Nouvelle-Aquitaine. Et là, il n'y a pas d'association spécialisée. On nous a accueillis en disant la prostitution n'existe pas, ça ne nous concerne pas. Or, quand il y a vraiment un travail avec les acteurs de terrain, quand il y a une analyse, ne serait-ce que des annonces Internet, on voit que la prostitution existe. Et donc, nous avons fait environ une quarantaine de conférences dans différents départements, des diagnostics, et on s'aperçoit que la prostitution existe partout. Et c'est vraiment grâce à cette loi que le regard change. Et cela soulève, toutes ces actions soulèvent une question qui est extrêmement importante, hein, qui est l'ampleur de la prostitution des mineurs. Des mineurs françaises, français, étrangers, étrangères. Hein, et c'est une question qui est extrêmement préoccupante. Mais voilà, pour le parcours je vais me concentrer sur le parcours de sortie, puisque c'est le thème de la réunion d'aujourd'hui. Donc ce parcours de sortie, le point d'étape que nous pouvons faire est finalement peu de temps après la vraie mise en place de ce parcours, puisque pour nous, les premières commissions ont eu lieu vraiment fin 2017. C'est-à-dire qu'il y a eu le temps de publication des décrets, puis le temps d'organisation des commissions, avec souvent une première réunion des commissions pour construire une culture commune, donc pour connaître la loi, pour connaître le phénomène, et nos associations ont été appelées à intervenir pour la présentation. Et donc les premiers parcours de sortie, pour nous, se sont mis en place à partir d'octobre-novembre 2017. À date, nous avons porté 30 demandes de parcours de sortie. Nous avons eu 25 accords de la commission, des commissions, 20 validations par le préfet, 5 sont encore en attente et 5 ont été refusés. Donc, vous nous demandiez s'il y a des différences selon les territoires. Oui, il y a d'énormes différences selon les territoires. Donc, nous sommes agréés dans 15 départements. Et dans 5 départements, les commissions ne se sont pas encore mises en place. Par exemple, dans des départements aussi importants que le Rhône et les Bouches-du-Rhône, les commissions sont annoncées, mais elles ne sont pas encore constituées ni mises en place. Ensuite, l'application de la loi dans l'examen des dossiers de la loi et des décrets d'application, dans l'examen des dossiers de demande de parcours de sortie, est assez différent. Par exemple, les 5 refus que nous avons eus ont été basés sur le fait que les 5 femmes présentées n'avaient pas leur papier d'identité de leur pays d'origine. Ce qui est une évidence, hein. Ce sont des victimes de traite des êtres humains. Les réseaux les ont fait venir avec des faux papiers, donc elles doivent être protégées à double titre, hein, au titre de victimes de traite des êtres humains, au titre de victimes de la prostitution. Et pourtant, ce fait-là a été avancé comme raison pour ne pas inclure dans le parcours de sortie. Alors que dans d'autres départements, bien sûr, la même question s'est posée et l'entrée dans le parcours de sortie a été accordée. L'autorisation provisoire de séjour selon les départements ou bien a été accordée sous X de façon provisoire ou bien a été repoussée jusqu'à ce que la personne arrive à obtenir ses papiers. Mais c'est long, c'est difficile. Et donc là, en l'occurrence, la commission a statué en décembre. Nous avons eu début avril la réponse négative. Donc vous imaginez ces femmes
à qui on a dit maintenant la France peut vous reconnaître comme victime, vous n'êtes pas coupable de votre situation, mais attendez, on n'a pas encore de décision, et puis 3 mois après on leur dit eh ben non, non. Donc vraiment c'est une question importante. En revanche, celles qui ont eu l'accord, on commence à voir, même si c'est récent, quel effet ça a. Hier, je parlais avec l'établissement de Montpellier. Il y a une jeune femme qui a eu son parcours de sortie, donc c'était en tout début d'année. Elle a déjà un travail. Donc il y a une énergie chez ces victimes qui est formidable. La loi apporte un soutien. Alors, avec quelques problèmes, bien entendu. Donc là, cette loi, nous, on y tient. Elle est un appui considérable pour toutes les personnes que nous voyons. Maintenant, les difficultés dans son application, donc je vous ai parlé des difficultés d'interprétation des différentes commissions. Pour être très franche, il y a un point qui est difficile, c'est le conflit avec la politique migratoire. On le voit très bien. Et ensuite, la tendance de certaines commissions d'essayer de pousser les victimes à porter plainte. C'est-à-dire certaines commissions s'interrogent sur le fait de conditionner le parcours de sortie à un dépôt de plainte, ce qui est complètement contraire à l'esprit de la loi, puisque les victimes de proxénétisme et de traite qui portent plainte ou qui témoignent contre leurs exploiteurs peuvent déjà bénéficier, quand elles sont étrangères, de l'article 316.1 du Code de l'entrée des étrangers. Et donc, le parcours de sortie de la loi du 13 avril est justement fait pour les personnes qui ne peuvent pas, ne veulent pas encore, ne peuvent pas parce qu'elles sont soumises à des chantages épouvantables, ne peuvent pas porter plainte. On a eu aussi dans les commissions, certaines commissions qui demandaient des preuves d'insertion des personnes. Comment est-ce qu'on peut demander des preuves d'insertion pour quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, est victime de prostitution, de traite ou de proxénétisme et qui n'a pas de papier? Donc là aussi, il y a des demandes qui prouvent qu'il faut que l'application de cette loi soit travaillée et qu'une culture commune se bâtisse. Autre obstacle dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a encore des textes à adopter, à modifier. Par exemple, nous nous sommes aperçus que l'inscription à Pôle emploi n'est théoriquement pas possible pour les détenteurs et détentrices d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois. Donc le service droits des femmes nous a dit qu'une instruction allait bientôt paraître et qu'un décret était au travail pour que cette autorisation provisoire de séjour soit ajoutée aux documents qui donnent droit à une inscription à Pôle emploi. Puisqu'effectivement, la loi précise bien que cette autorisation provisoire de séjour donne un droit au travail. Également, texte à adapter pour l'accès aux logements adaptés que sont les résidences sociales et les pensions de famille, puisque théoriquement, ces logements adaptés ne sont pas ouverts aux détenteurs et détentrices d'une autorisation provisoire de séjour de 6 mois. Et là aussi, nous espérons que l'adaptation va venir. Le dernier point, et je passerai la parole aux autres associations, c'est bien évidemment la question des financements. La question des financements, puisque le programme 15 du droit des femmes donc, est réduit à 5 millions d'euros, ce qui est très peu, très peu. Et l'Amicale du Nid, comme je vous le disais, est financée au titre du BOP 177. Donc nous pouvons accueillir, orienter, accompagner dans le parcours de sortie des personnes que nous suivons au titre des CHRS, mais les files actives de nos travailleurs sociaux ne sont pas illimitées. Et en 2017, nous avons dû refuser, nous n'avons pas pu accompagner, pas seulement sur le parcours de sortie, mais accompagner avec toutes les dimensions de l'accompagnement, parce que c'est important. Le parcours de sortie est une sorte d'aboutissement. Nous n'engageons dans le parcours de sortie
que les personnes qui ont vraiment pris la décision de sortir. Et donc il y a tout un travail en amont. Et donc nous n'avons pas pu répondre à environ 300 personnes qui nous demandaient un accompagnement. Donc c'est vraiment un problème grave, d'autant plus qu'au fur et à mesure que les parcours de sortie se mettent en route, nous avons de plus en plus des femmes qui arrivent en disant « nous voudrions être dans ce dispositif-là ». Le manque de crédit, en particulier du droit des femmes, est criant. Nous sommes agréés dans 15 départements, dans 4 départements qui sont en Bretagne. Nous n'avons aucune réponse sur nos demandes de crédit des droits des femmes où nous avons fait une demande pour amorcer notre action en Bretagne. Donc actuellement, nous sommes dans une situation totalement ubuesque où nous sommes agréés, mais nous n'avons pas de moyens d'agir. Donc la question des financements est vraiment essentielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces propos qui démarrent la séance. Je vais passer la parole à la directrice du mouvement du Nid, Stéphanie Karadec. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci Madame la Présidente de cette invitation. Donc pour situer et expliquer ce qu'est le mouvement du Nid. Donc le mouvement du Nid, c'est une association comme l'a dit Hélène de Rugy, qui est née, qui a été créée officiellement en 1946 avec le Nid, l'Amicale du Nid. Dans les années 70, les deux structures se sont séparées avec une structure, la partie centre d'hébergement et travailleurs sociaux qui est devenue l'Amicale du Nid et évidemment des militants associatifs aussi dans leur conseil d'administration, etc. Mais d'abord une association composée de travailleurs sociaux et le mouvement du Nid a regroupé tous les militants et bénévoles qui participaient à l'action du Nid. Donc de façon vraiment bénévole. Donc c'est d'abord une association bénévole qui repose sur l'activité de 400 personnes et d'une toute petite poignée de salariés. Donc on est 17 salariés, dont 5 au siège national, les autres étant en délégation départementale. Donc nous sommes sur 26 départements. Donc 26 départements, vous voyez bien qu'il n'y a pas autant de salariés que de délégations départementales. Donc, les salariés qui travaillent au sein des délégations départementales sont là pour coordonner, appuyer l'action des bénévoles. Mais c'est vraiment important cette notion-là, parce que nous sommes agréés dans 15 départements pour mettre en place les parcours de sortie de prostitution. Donc vous voyez qu'encore largement en France, l'accompagnement social des personnes prostituées repose sur une activité bénévole. Il faut voir que le parcours de sortie et le financement de l'action 15 qui est estampillé parcours de sortie, c'est uniquement l'aide financière à l'insertion sociale des personnes prostituées, donc l'allocation qui est versée aux personnes. Donc on est quand même sur un champ d'action sociale qui est largement sous-doté par rapport à la mesure de l'enjeu. Donc, sur 26 départements, nous faisons de la rencontre sur les lieux de prostitution. Donc, nous rencontrons environ 5000 personnes chaque année et nous accompagnons globalement, selon les années, entre 700 et 1200 personnes. Donc, je parle d'accompagnement régulier, accompagnement global, pas simplement les personnes qui viennent dans les permanences hebdomadaires du mouvement du Nid. On se considère, j'explique parce que je pense que c'est intéressant que vous voyez comment est-ce que les associations agréées, certaines en tout cas, et la nôtre, fonctionnent pour que vous voyez quel est l'accompagnement qui est fait auprès des personnes. Donc évidemment, nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Donc les bénévoles ont une fonction de mouvement relais en fait. Donc notre objectif, c'est de tisser une relation de confiance avec les personnes que nous rencontrons et que nous accompagnons sur un très long terme. Nous avons du coup la capacité en tant qu'association de bénévoles d'accompagner plus longuement que peuvent le faire d'autres structures. Donc c'est souvent des personnes qui rentrent pas dans les cases classiques de l'accompagnement social qui sont accompagnées par le mouvement du Nid. Donc sur un temps long, on tisse une relation de confiance et puis après on se fait les référents de ces personnes pour leur ouvrir les portes du droit commun le plus possible avec toutes les représentations des stéréotypes qu'il y a autour de la prostitution qui évidemment sont présentes aussi dans le monde de l'action sociale, des forces de l'ordre comme dans tout le reste de la société. S'il y a une violence faite aux femmes qui est vraiment empreinte de beaucoup de représentations, c'est vraiment la question de la prostitution. Donc on travaille aussi du coup en formation, former ces acteurs sociaux, c'est fondamental et dans la question de cette loi, ça va être vraiment très important. On fait également de la prévention, mais je ne m'attarde pas sur ce sujet parce que c'est vraiment pas le sujet de la journée.
Sur les financements, donc on est sur un budget à peu près d'1,4 million qui repose, en tout cas pour nos délégations, à plus de 50% sur les crédits de l'action 15 des droits des femmes. À la différence de l'Amicale du Nid, nous n'avons pas de centre d'hébergement. Notre action, elle repose vraiment essentiellement sur les budgets de l'égalité entre les femmes et les hommes de l'action 15, donc lutte contre la prostitution et proxénétisme et traite des êtres humains. C'est évidemment fondamental quand les crédits sont diminués et donc notre action diminuée d'autant. J'y reviendrai. Donc, est-ce qu'on peut voir des effets de ces parcours de sortie aujourd'hui après 2 ans de loi? Donc, je rejoins ma collègue Hélène de Rugy. On n'est pas sur 2 ans d'application sur les parcours de sortie, puisque les décrets d'application plus la période électorale qui ouvrait une période de réserve des préfets, donc d'impossibilité ou en tout cas de difficulté à ouvrir des commissions départementales, plus la période estivale qui n'est jamais très facile pour un côté administration. Finalement, voilà, les premières commissions se sont vraiment tenues avec examen de dossiers à partir d'octobre. Donc octobre 2017 jusqu'à fin mars, début avril 2018, on est sur 5 mois vraiment d'application. Et donc on a aujourd'hui, nous d'après les chiffres qu'on a, mais ça augmente chaque jour, on a en tout cas compté à fin mars 55 personnes dans les parcours de sortie en France. Donc c'est quand même honorable. On est sur, c'est là aussi où je pense qu'il faut ouvrir le sujet. C'est-à-dire que le 13 avril 2016, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a transformé considérablement la prise en considération et la compréhension du sujet prostitution en France. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2016, les personnes prostituées étaient vues comme des délinquantes. Il y avait ce délit de racolage. Et puis, elles n'étaient pas reconnues vraiment concrètement comme des femmes victimes de violence ou hommes victimes de violence à protéger. Exception faite peut-être des victimes de la traite des êtres humains avec une législation particulière, mais là encore, si vous voyez le nombre de condamnations pour traite des êtres humains en France, on est vraiment sur une part extrêmement congrue de la réalité. Donc il faut voir qu'en 2016, quand on fait ce changement-là, c'est toute la société qui doit changer avec elle, et au premier rang des acteurs, c'est l'État. Parce qu'on reconnaît, c'est dans le Code de l'action sociale et des familles, que l'État est responsable de la protection de ces victimes, de leur prise en charge, y compris quand elles ne sont pas dans un parcours de sortie de prostitution. Donc toutes les victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains doivent avoir, c'est écrit dans le Code d'action sociale et des familles désormais, doivent avoir la protection de l'État. Et on met en place des commissions départementales qui réunissent tous les acteurs dont les parlementaires ont jugé qu'elles avaient un poids dans soit la prévention, soit l'accompagnement des victimes, mais des acteurs qui, la plupart du temps, au niveau local, n'avaient jamais pris la mesure ou n'avaient jamais considéré ce sujet-là. C'est pas forcément de leur faute, c'est qu'ils n'avaient pas d'obligation légale forcément de le faire et qu'ils ont énormément d'autres choses à faire. Donc on a ces commissions départementales, elles ne sont pas listées dans les questions, mais je veux vraiment y revenir parce qu'elles sont fondamentales. C'est vraiment l'accélérateur de changement social pour le sujet. C'est ça qui va permettre de changer la compréhension du sujet prostitution sur les territoires, parce que chaque année, dans tous les départements français, théoriquement, on doit mettre ce sujet à l'ordre du jour. Et ce sont ces commissions départementales qui valident les parcours de sortie de prostitution. En tout cas, qui émettent un avis pour que le préfet puisse les valider. Donc si ces commissions départementales sont composées de personnes qui découvrent le sujet pour beaucoup d'entre eux, eh bien évidemment, la compréhension du sujet et sa mise en œuvre va dépendre de la sensibilité locale, surtout lorsqu'il n'y a pas une mobilisation au niveau gouvernemental, national, pour faire comprendre ce sujet-là. On n'a pas aujourd'hui sur les territoires de directives claires à l'adresse des préfectures sur ce qui doit être mis en place. On a une circulaire d'application, bien sûr, mais c'est ce que disait Hélène de Rugy, c'est que ça vient du coup rentrer en collision avec d'autres politiques publiques qui sont jugées prioritaires, et on a notamment la question de l'immigration illégale, où là, du coup, ça vient biaiser la compréhension du sujet prostitution et des parcours de sortie, qui peuvent être considérés dans certaines préfectures comme un outil alternatif pour des personnes étrangères quand tous les autres moyens de recours au séjour ont été évacués. Ou, et c'est vraiment beaucoup le cas, on a vraiment des cas concrets, ça va être compris comme, ça va être réduit, ce parcours de sortie de prostitution va être réduit au droit ouvert par le parcours de sortie, à savoir l'autorisation provisoire de séjour et l'aide financière à l'insertion sociale. Donc si on réduit ça, ce parcours de sortie à ces 2 droits ouverts, ça va exclure toute une partie de la population
qui ont le droit de rentrer dans ces parcours de sortie, ont besoin d'un accompagnement global renforcé, ont besoin d'une commission pluridisciplinaire qui va venir ouvrir les portes quand leur parcours d'intégration ou de réinsertion sociale a été mis à mal pendant des années. Donc elles ont besoin de ces commissions pluridisciplinaires, mais on leur dit non, on va attendre de voir si vous avez votre demande d'asile qui est reçue. On va attendre, vous êtes français, vous n'avez pas vraiment besoin. Voilà. On a des réponses sur les demandes qui ont été déposées. On a eu des réponses du préfet d'ajournement quant à l'entrée dans le parcours de sortie. Alors, on attend d'informations complémentaires. Bon, on nous indique pas dans le courrier de notification quelles sont ces informations complémentaires, mais on les sait parce qu'il y a eu des débats en commission départementale. Et ça va être ici la réponse de l'OFPRA sur la demande d'asile. Il est absolument incroyable que des personnes soient déboutées du parcours de sortie de prostitution parce qu'elles sont dans une demande d'asile. Toute personne a le droit d'accéder à un parcours de sortie de prostitution, y compris si on a l'obligation de quitter le territoire français, qui plus est, c'est justement, voilà. Si on est dans une demande d'asile, si on est français et qu'on n'a pas besoin de titre de séjour, mais qu'on a du mal à trouver un logement pérenne et que ça s'inscrit dans un parcours de sortie de prostitution parce que la prostitution laisse des traces et donne des difficultés à l'insertion professionnelle, à l'insertion sociale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que on voit le fait que cette loi soit nouvelle, il faut qu'elle soit accompagnée. Ça implique de faire comprendre partout sur le territoire à ceux et celles qui sont en charge de sa mise en œuvre ce que c'est que les réalités de la prostitution, ce que c'est que cette loi et ce qu'on en attend. Parce que sinon, on a une hétérogénéité de mise en œuvre, pas seulement sur les lieux où elle est mise en œuvre et là où elle ne l'est pas, mais y compris là où elle est mise en œuvre, on a une compréhension différente de ce qu'est le parcours de sortie, avec un dossier qui va être déposé dans un département ou un autre et qui ne va pas avoir la même réponse. Donc sans parler évidemment de tous les départements où ce n'est pas mis en œuvre. Donc on a 34 commissions départementales qui sont tenues sur 100 aujourd'hui. Donc on espère que ça va continuer. Maintenant, là, on a l'impression que quand même les commissions départementales qui pouvaient se mettre en œuvre, se mettent en œuvre, mais qu'on a tout un pan du territoire où s'il n'y a pas une motivation qui est donnée par l'État, à ce moment-là, il y a quand même des chances que ça ne se mette pas en œuvre parce que ça repose quand même beaucoup sur la volonté individuelle du préfet, de la préfète, ou du poids local de la déléguée départementale du droit des femmes. Alors, et des procureurs, oui, sur le volet pénal, tout à fait. Donc pour ces 55 personnes qui sont aujourd'hui dans les parcours de sortie, je rejoins encore une fois Hélène de Rugy, évidemment, ça change radicalement leur vie. C'est-à-dire qu'elles ont un titre de séjour d'abord. Pour les plus chanceuses, elles ont un logement, on y reviendra, c'est quand même un enjeu très problématique. Et un titre de séjour et un logement sont deux choses qui vous permettent quand même de vous installer. D'arrêter de devoir toujours bouger, ça ancre. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Elles ont le droit de travailler. Et pareil, de la même façon, on a des histoires incroyables où des jeunes femmes qui étaient dans la prostitution, alors qui étaient sorties de l'emprise du réseau, parce que pour plein de raisons et qui leur sont propres aux unes et aux autres, mais qui continuaient à se prostituer parce que elles avaient une petite fille à nourrir, des couches à acheter, on était sur la prostitution plus occasionnelle. Et bien là, elles nous disent, mais moi ça change ma vie. Oui, je suis contente de me lever à 5h du matin si c'est pour aller faire de l'empaquetage ou des ménages, tant que je n'ai pas à retourner en forêt pour subir cette violence extrême. Donc certes, on est sur des petits boulots et notamment, ça c'est quelque chose d'important, on risque de rester sur des petits boulots si on ne peut pas accéder à des formations longues. Le titre de séjour de 6 mois bloque l'accès aux formations longues de 9 mois, qui sont souvent de 9 mois. Ça, on souhaiterait vraiment qu'il puisse y avoir une dérogation qui soit faite à ce sujet-là, parce que ça bloque vraiment la possibilité d'entrer dans des formations qualifiantes qui sont en général plus longues. Sur l'hétérogénéité de la mise en œuvre sur les territoires, ça repose aussi, ça c'est important de le dire, sur le type de structures qui sont agréées localement. Pour l'Amicale du Nid et le Mouvement du Nid, même si on a des approches qui sont différentes du fait qu'il y ait des travailleurs sociaux dans l'une et des bénévoles dans l'autre, donc forcément on ne fait pas la même chose, il y a des structures qui sont agréées aujourd'hui et c'est très bien,
qui ne faisait pas d'accompagnement des personnes prostituées auparavant, qui n'accompagnait pas ce public-là jusque-là. Ça va être des CHRS qui accompagnent les femmes victimes de violences, etc. Donc c'est très bien qu'elles soient agréées. Donc nous on participe à les former et on souhaite qu'il y ait de plus en plus d'associations qui soient agréées, mais du coup elles semblent découvrir totalement un sujet, parce que l'accompagnement des femmes victimes de violences, c'est globalement la même chose que d'accompagner des personnes en situation de prostitution. Il n'y a pas de grosse différence dans l'accompagnement, mais c'est quand même un nouveau champ, une nouvelle représentation, de nouveaux sujets. Et donc forcément, ça prend du temps. Elles n'ont pas non plus beaucoup de personnes accompagnées jusque-là à présenter dans les parcours de sortie. Donc ça explique aussi qu'on n'ait pas un si grand nombre de parcours de sortie de présentés. Je pense que je suis peut-être un peu longue, je vais peut-être... terminer sur, du coup, je réduis et je vais faire les deux choses en même temps. La question du nombre de parcours de sortie, elle repose là-dessus beaucoup. Voilà, on a des associations qui sont différentes, avec des cultures différentes, qui doivent apprendre à faire et qui doivent aussi se faire connaître des personnes prostituées pour qu'elles puissent être des points de contact, des points de relais, qu'elles soient présentées soit par d'autres structures, soit qu'elles s'y présentent pour pouvoir rentrer dans des parcours de sortie. Et ça repose aussi évidemment sur le choix que fait l'État de soutenir financièrement cette politique publique. Financièrement, et je l'ai dit auparavant, j'y reviens pas, mais aussi de l'expliquer et de la faire vivre sur les territoires. Un cas très concret, donc nous à Paris, donc la délégation parisienne du Mouvement d'Uni, compte une travailleuse sociale, ce qui est assez exceptionnel au Mouvement d'Uni, et plusieurs bénévoles. Ils accompagnent au quotidien 90 personnes régulièrement. Ils ont pu présenter 3 parcours de sortie de prostitution. Probablement qu'au moins la moitié des personnes qui sont accompagnées à Paris pourraient tout à fait entrer dans un parcours de sortie de prostitution. Mais un parcours de sortie de prostitution, ça implique d'accompagner quelqu'un de façon plus rapprochée, et dans un temps court. Donc dans les 6 mois, il faut avoir rempli un certain nombre d'objectifs qui dépendent de la situation de la personne. On ne demande pas qu'elle soit complètement avec logement, emploi, etc. au bout de 6 mois. Mais ça implique un suivi extrêmement important. Et nos associations ne sont pas en capacité de faire, côté bénévole, de pouvoir présenter toutes les personnes qui devraient être dans ces parcours de sortie. On n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui. Surtout quand, notamment en 2017, par une mauvaise compréhension du sujet, à mon sens, les crédits du programme 137 sur l'Action 15 sont annulés en cours d'année, donc au mois d'août, considérant que les parcours de sortie n'ont pas commencé. Donc c'est réduire l'activité des associations d'accompagnement des personnes prostituées au parcours de sortie de prostitution. Donc c'est faire fi de la rencontre, de l'accompagnement global, inconditionnel, de notre travail de formation, de prévention, etc. On annule. Et donc après on nous explique qu'en fait il y a une erreur probablement, mais sur les territoires aujourd'hui, on a encore ces discours-là de certaines déléguées départementales droits des femmes qui nous disent « mais vous n'avez présenté qu'un seul parcours de sortie de prostitution, on ne va pas vous financer un poste pour l'accompagnement ». Parce que si on part du principe, le parcours de sortie de prostitution, c'est pas un dispositif guichet, c'est pas comme le RSA où on se présente et voilà. Là, on est sur quelque chose qui implique un accompagnement préalable, une rencontre des personnes qui sont sous l'emprise de réseaux la plupart du temps. Donc où il faut réussir à les approcher quand elles fuient les associations, parce qu'évidemment les réseaux leur disent ce sont des personnes qui vont t'amener à la police et te renvoyer dans leur pays, dans ton pays. Donc non, il faut qu'on puisse les approcher, ces personnes-là, où qu'elles soient, à l'OFPRA, dans les rues, sur Internet. Voilà. Une fois qu'on les a approchées, il faut réussir à travailler avec elles. Parce qu'elles ont la peur au ventre. Donc il faut réussir à travailler sur un temps long, à établir une relation de confiance, et peut-être qu'au bout de quelques temps, effectivement, il y aura un parcours de sortie de prostitution. Mais si on ne fait pas tout le travail préalable, il n'y aura plus de parcours. Ça, c'est vraiment important. Ça ne peut pas être l'entrée de compréhension du sujet. C'est un outil. Et pour bien comprendre pour que cette loi prenne la mesure et le changement d'échelle qui peut vraiment être, qui peut vraiment arriver, parce que cette loi, elle est pleine de bons outils, et le volet social, il ne se réduit pas au parcours de sortie. C'est vraiment une loi globale, transversale, il y a beaucoup, voilà. Mais il faut, pour qu'elle soit bien appliquée et qu'il y ait un vrai changement d'échelle et une réduction du nombre de victimes, c'est ça notre objectif, c'est qu'on n'existe plus. On aimerait bien ne plus exister. Donc il y a au moins un nombre de victimes qui diminue. Pour ça, il faut un changement d'échelle.
Il faut des directives interministérielles de compréhension du sujet, une animation sur les territoires. Il faut soutenir les structures qui accompagnent ces personnes et pas simplement le comprendre comme une aide financière à l'insertion sociale. Voilà. Avant de passer la parole à Laurence Rossignol, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé pour cette loi d'avril 2016, ancienne ministre, et qui était à l'initiative de cette réunion table ronde de ce matin. Moi, je voudrais vous remercier, mesdames, pour ce témoignage, parce que, comme en plus nous avons l'Institut Sénat qui est présent avec nous et qui s'aperçoit qu'on voulait aujourd'hui faire un bilan d'une loi votée en 2016, et ils se rendent compte que finalement, ça fait 5 mois qu'elle est en application, puisque le travail, voter la loi, c'est une chose, mais la mettre en musique dans les territoires et dans nos départements et dans toute la France et en Outre-mer, c'est autre chose. Donc, satisfaction, on l'a bien vu, vous avez une grande satisfaction que cette loi soit arrivée en 2016, après un travail long sur le sujet, une satisfaction qui est quand même assez mitigée, puisque oui, le regard sur la prostitution a changé, mais son application, et vous l'avez exprimé, est extrêmement variable selon les territoires. Lorsque vous nous parlez de 30 départements sur une centaine, lorsque vous nous parlez de commissions qui ne sont pas installées, on s'aperçoit bien que les inégalités, elles sont fortes sur tout le territoire français. Donc vous l'avez dit, c'est un manque de volonté politique, je pense aussi. C'est un manque de volonté aussi au plus haut niveau de l'État, pour le moment, de l'application. Et c'est aussi une mauvaise interprétation parfois des textes ou une méconnaissance des textes finalement. Les textes ne sont pas encore redescendus à tous les niveaux auxquels ils auraient pu redescendre. Vous l'avez dit aussi, les moyens financiers. Les moyens financiers, on met en place des lois, on met en place des systèmes, on met en place des contraintes. À partir du moment où il n'y aura pas de moyens financiers, les associations, elles auront beau avoir tous les bénévoles dont elles disposent, elles ne pourront pas lutter efficacement parce que l'accompagnement nécessite du personnel formé et bien formé. Et on l'avait vu au cours d'une audition de la délégation aux droits des femmes, lorsque tout le monde s'est réjoui de cette parole qui se libérait sur les violences, il s'est trouvé que les standards téléphoniques de ces associations n'étaient pas en capacité de répondre à cette attente, puisque lorsque la parole se libère, c'est pas juste un coup de fil, c'est tout un accompagnement à la fois, je dirais, au niveau des forces de sécurité, mais aussi de la justice, et c'est un accompagnement lourd qui nécessite une formation. Donc on l'a bien vu, des moyens financiers nécessaires. Je dirais plus largement, la parole de la France, elle est écoutée dans le monde, bien souvent, et je ferai référence à un déplacement que j'ai fait à l'ONU récemment, où le directeur exécutif d'ONU Femmes disait « c'est bien, lorsque la France parle, la France est écoutée, mais si la France ne met pas de moyens, la France ne sera plus écoutée. » Donc je crois que votre message, nous l'avons entendu, nous le relayerons, nous verrons de quelle manière, avec la délégation aux droits des femmes. Mais je passe immédiatement la parole donc à l'ancienne ministre Laurence Rossignol et mes collègues qui souhaiteront s'exprimer ensuite. Merci Madame la Présidente, merci Annick, bonjour aux représentantes ici des associations que je suis heureuse de retrouver ce matin pour parler effectivement d'une loi qui est une loi importante. Ceux qui l'ont portée, accompagnée, qu'on fait le travail parlementaire avec sur cette loi savent que c'est une loi qui m'a beaucoup tenu à cœur et dont les conditions d'adoption n'ont pas été faciles. Voilà, il faut rappeler ça, c'est que cette loi qui était pour un certain nombre de gens une évidence sur la nécessité de changer de regard sur la prostitution et en particulier sur l'achat de services sexuels. Je rappelle que ce n'est avant d'être une loi sur la prostitution, c'est une loi qui pénalise l'achat de services sexuels et qui pose une règle relativement simple. Et c'est tant qu'on pourra acheter, louer ou vendre le corps des femmes, et même si je sais qu'il y a une prostitution masculine, c'est 15% du volume des personnes, de l'activité prostitutionnelle. Tant qu'on pourra acheter, louer ou vendre le corps des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes ne sera pas possible. Et effectivement, cette loi,
elle s'articule dans une ambition plus globale de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et j'entends aujourd'hui qu'on se rend compte, on analyse la dimension systémique des discriminations et des inégalités entre les femmes et les hommes. Et cette dimension systémique, elle passe également par l'achat de services sexuels. De mon point de vue, c'est la loi fondamentale de base, dirais-je, contre les violences de rue faites aux femmes. Et je suis toujours étonnée quand j'entends dire aujourd'hui que nous allons avoir un nouveau projet de loi qui va enfin sanctionner les violences de rue par l'outrage sexiste. Je suis étonnée que cette nouvelle loi ne soit pas rattachée, située par rapport à la loi contre l'achat de services sexuels, parce qu'elle en est partie intégrante. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que il y a une offensive très forte quand on a conduit la loi. Il y a une offensive très forte qui rassemble des gens dont je ne soupçonne pas tous qu'ils soient représentants du lobby des clients de la prostitution. Certains, oui. Je le dis très clairement. Certains parlent au nom des clients de la prostitution. Nous les avons entendus s'exprimer, y compris dans cet hémicycle au moment du vote de la loi. Et j'en prends toute ma responsabilité, puisqu'ils étaient dans nos rangs, nous, femmes socialistes à l'époque, ils étaient dans nos rangs, ils ne le sont plus, puisqu'ils ont rejoint En Marche, mais je ne peux pas m'empêcher de rappeler que nous avions une part voilà, ils étaient des nôtres à cette époque. Je ne dirais pas qu'ensuite il y a un lien entre leur parcours politique suivant et leur position à l'époque. Je n'oserais jamais dire une chose pareille. Je l'observe, je la note, c'est factuel. Ce n'est pas, je n'irai pas au-delà de ça. Donc, il y a cette loi a aggloméré contre elle à la fois le lobby des clients, le lobby des proxénètes, dont il faut savoir qu'il existe. Voilà, il s'exprime à Bruxelles, il a des porte-paroles internationaux, il a des représentants qui se dissimulent sous diverses appellations et instituts très organisés. Ils étaient partis prendre de cette loi. C'est un lobby comme les autres. C'est vrai que quand on limite la vente de tabac, on a le lobby en face de nous des producteurs de tabac. Quand on limite l'activité proxénète et prostitutionnelle, on a le lobby des proxénètes devant nous. Ce n'est pas différent. Je rappelle, je ne sais pas si vous l'avez dit avant que j'arrive, mais je n'ai pas les 6 chiffres en tête, donc ce serait mieux si vous l'avez dit. Quel est le montant, le volume du trafic de l'activité du trafic prostitutionnel et du proxénétisme sur la planète, avec le trafic d'armes et le trafic de drogue. Ça fait quand même partie des 3 grands business illégaux connectés entre eux qu'il y a sur la planète. Ça, c'est. Et troisième groupe de pression contre la loi, des associations dont je suis désolée de voir la présence et qui sont en même temps que nous sommes en train de parler elles aussi contre la loi et contre le parcours de sortie également, qui sont à la fois le planning familial, Médecins du Monde, et qui se rattachent, alors d'abord qui s'expriment en disant que la loi fragilise les personnes prostituées et qui cherche à dissocier le volet parcours du volet pénal. Or, pour nous, il est complémentaire, il fait un tout. Et aussi, on a un courant de pensée qui s'exprime aujourd'hui, qu'on retrouve sur divers autres sujets, mais qui est assez cohérent. J'attire l'attention de celles et ceux qui sont autour de cette table quand je dis ça. En fin de compte, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Voilà, c'est un courant libéral, profondément libéral, qui dit, voilà, les femmes peuvent s'habiller, voilà, peuvent porter tous les signes extérieurs de soumission, vendre leur corps, tout ça, c'est les nouvelles libertés. Et ces libertés-là, ceux qui les mettent en cause sont en fait des liberticides à l'égard des libertés des femmes. Ce que la loi a fait, vous l'avez très bien dit, c'est qu'elle a posé le trafic et l'activité prostitutionnelle comme une violence à l'encontre des femmes, parce que depuis le temps que je travaille sur ce sujet, je n'ai encore jamais rencontré de prostituée heureuse. Ceci n'existe que dans les romans du 19e siècle ou d'une première moitié du 20e siècle. La prostitution heureuse, c'est un mythe.
C'est un mythe de la domination masculine pour justifier l'activité des prédateurs. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais rencontré une prostituée, j'en ai rencontré beaucoup, qui m'ait dit « je souhaite que mes enfants fassent la même chose que moi ». Or, quand je rencontre des médecins, des magistrats, des commerçants, des tas de gens qui me disent « j'aimerais bien que mon fils ou ma fille fasse le même métier que moi parce que c'est un beau métier ». J'ai jamais rencontré une prostituée qui disait ça. Donc, j'en déduis que c'est pas un métier qui rend les gens heureux. Et pour ajouter un mot, l'espérance de vie des personnes prostituées est à peu près celle des personnes à la rue. Les polytoxicomanies, bref, c'est tellement dur. C'est tellement dur qu'il faut être totalement sous substance psychoactive pour supporter 20, 30 ou 40 passes par jour. Voilà, c'est ça la prostitution, c'est pas les demi-mondaines ou ce qu'on veut bien nous raconter. Où on en est aujourd'hui? Moi, je dis très clairement, je pense qu'il n'y a... Je suis d'accord avec ce qu'ont élégamment dit, enfin, plus délicatement dit les associations avant moi. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique d'appliquer cette loi. Je ne sais pas s'il y a un lien entre le fait que ni le Premier ministre, ni le ministre de l'économie ne l'aient voté, même qu'ils ont voté contre. Ils peuvent s'être trompés, et je ne leur en tiendrai pas rigueur dès lors que je les entendrai dire « je regrette d'avoir voté contre cette loi, ce que j'ai fait avec mon groupe, etc. etc. Maintenant, cette loi, il faut l'appliquer ». Je dis ça pour nos amis de l'Institut du Sénat, il n'y a pas besoin d'abroger une loi pour la faire disparaître. Il suffit de l'ignorer, de ne pas l'appliquer, de ne pas donner consigne au préfet de la mettre en œuvre, d'une part, et d'autre part, de couper les crédits pour l'autre volet. Et nous sommes aujourd'hui dans cette interrogation. Quelle est la volonté du gouvernement d'appliquer la loi dans ces deux volets, volet pénal, volet parcours de sortie? À cet instant, je dois rendre hommage à toute une partie du corps de la gendarmerie, de la police, de la magistrature et de l'administration préfectorale qui, d'un certain point de vue, j'aurais presque vu dire tout seul, voilà, sans qu'on les y oblige, a décidé d'appliquer la loi, de la mettre en œuvre et d'en utiliser tous les atouts, aussi bien pour lutter contre le proxénétisme, pour lutter contre l'achat de services sexuels, que pour réinsérer les personnes prostituées. Donc, on va avoir une période difficile, parce que comme la loi n'est pas portée par une volonté politique forte d'être mise en œuvre, eh bien entendu, ces détracteurs vont pouvoir dire, regardez, ça marche pas. Voilà, mais je peux vous prendre l'ensemble du domaine de l'action publique, et si on peut faire ça pour tout. Ne pas appliquer une loi et dire ensuite qu'elle ne marche pas. Voyez-vous, on pourrait discuter de notre arsenal législatif en matière de trafic des stupéfiants. C'est un échec des politiques pénales qui est à la hauteur d'aucun autre. Mais j'entends jamais les mêmes qui nous disent la loi sur le système prostitutionnel ne marche pas, donc il faut y renoncer, nous dire ah ben sur l'usage de stupéfiants ça marche pas, donc il faut y renoncer. Voilà, on a une approche d'évaluation qui est depuis l'origine dans cette loi sur l'efficacité de la loi qui est exceptionnelle dans l'approche du droit pénal et d'évaluation pénale, exceptionnelle. Aucun autre champ de politique pénale n'est soumis à la même exigence d'efficacité de cette loi, d'autant plus que cette efficacité, elle est à mesurer à l'aune de la volonté de l'avoir appliquée. Je ne sais pas s'il faudra en venir à un moment donné à des actions en justice contre l'État, mais enfin quand même, quand les lois ne sont pas appliquées, il existe des tribunaux devant lesquels on peut demander l'application des lois. Voilà, et c'est peut-être ça auquel il faudra penser, mais je ne pense que nous n'en sommes pas là, je ne désespère pas, et j'attends de la part du gouvernement à la fois un message fort d'adhésion à cette loi, à son esprit, à son ambition et à son volet social, et ensuite que ce message fort se traduise par les moyens nécessaires pour que les associations, celles qui existent aujourd'hui et d'autres peut-être, voilà, je sais que vous n'êtes pas, aucune des associations qui agit dans le domaine de la violence faite aux femmes n'a l'ambition, enfin n'a l'exigence d'être seule sur le terrain. Vous ne demandez que ça, ce que d'autres acteurs viennent à vos côtés pour faire la même chose. Donc ce n'est pas pour justifier votre existence que vous demandez les moyens.
C'est pour que ceux dont vous êtes chargés se mettent en œuvre et avec le plus grand nombre. Et bienvenue aux autres acteurs et actrices de la lutte contre les violences faites aux femmes, si elles peuvent s'ouvrir, renforcées par des moyens supplémentaires, y compris avec des procédures plus modernes d'appel à des nouveaux acteurs. Merci. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Laurence Cohen. Que de Laurence. Que de Laurence. Oui, merci Madame la Présidente, et puis merci Mesdames pour l'éclairage que vous avez apporté sur l'application de la loi, et pour l'intervention aussi de Laurence qui a été extrêmement directe et que je partage. Moi, j'ai quelques remarques en fait à faire, parce que la mise en œuvre, le vote d'abord de la loi a été quand même un énorme parcours. Un parcours pour le gouvernement, et notamment, outre Laurence Rossignol, Pascal Boitard. Et je dois saluer son travail, parce que c'est une des lois que j'ai soutenues avec mon groupe, alors que nous avons été très critiques sur la politique gouvernementale de Hollande et de ses ministres. Mais cette loi-là, je suis très fière d'avoir contribué à ce qu'elle soit votée, parce que c'est en rupture avec ce qui est la culture du patriarcat, c'est-à-dire que finalement, la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Et dire que c'est un métier, déjà, est quelque chose qu'il faut que nous combattions dans le langage. Je le dis, je suis face à des convaincus, mais c'est pas du tout passé encore. Et effectivement, il y a un certain nombre d'associations qui sont assez violentes d'ailleurs dans les débats qu'on peut avoir avec elles, puisque moi j'ai eu l'occasion de débattre avec ces associations qui défendent la prostitution comme étant un métier, et qui sont violentes à notre égard, hein, pour prouver que finalement on met les prostituées en danger, et que quelque part on contribue à faire en sorte qu'elles se cachent, etc. Donc les éléments que vous avez apportés, même si c'est sur une période courte, et qui évidemment est trop courte, mais sont importants, je pense, à divulguer, à faire connaître. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, et réfléchir au niveau de la délégation qui est la nôtre, et du fait que nous soyons sénatrices et sénateurs, quoi qu'il n'y ait plus que des sénatrices, mais enfin bon, comment est-ce qu'on peut contribuer à mettre en lumière ces témoignages, en dehors, bien sûr, c'est filmé, donc ça a un poids, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre initiative pour élargir? Voilà, moi, je pense que ça, c'est important. Un deuxième élément, c'est que il y a eu un combat fort dans l'hémicycle, avant, pour échanger nos arguments, les affiner. Il y a eu un combat fort dans l'hémicycle pour que ça soit voté. Mais il y a des choses intéressantes, c'est que, par exemple, vous l'avez souligné, au moment du vote là, du budget, il y a eu une mobilisation qui a dépassé le clivage des partis politiques, et qui a permis de faire en sorte que les crédits ne soient pas comme ça, dans un tour de passe-passe, retirés à la lutte, enfin, à la lutte pour la mise en place de cette loi, le parcours de sortie. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi utiliser, parce que ce sont des points d'appui. Troisième réflexion, c'est que on est avec le système prostitutionnel dans un continuum de violence. Et ce qui est difficile, c'est justement que ça nourrit le système patriarcal, où finalement les femmes sont des êtres mineurs. Je le dis vite parce que c'est pas besoin de démontrer. Donc là encore, il y a besoin de réfléchir et de travailler en direction de l'éducation. Et dès le plus jeune âge, parce que évidemment il y a toute les mentalités sont imprégnées donc de ce poids-là. Et moi je veux dénoncer ici le fait que quand il s'agit de travailler sur les questions contre les violences faites aux femmes, quand il s'agit de porter des mesures très fortes par rapport à l'égalité,
on est sur du bénévolat. Je ne sais pas évaluer, je ne sais pas si c'est 90% du bénévolat ou 80%, etc. Mais je ne sais pas si ces chiffres existent. Mais je pense que là aussi, au niveau de la délégation, est-ce qu'on pourrait recueillir ces chiffres? Parce que c'est le seul domaine où une des politiques publiques, me semble-t-il, repose autant sur le bénévolat. Donc là aussi, c'est à dénoncer parce que c'est... Voilà, pourquoi est-ce que dès qu'il s'agit de mettre en place des politiques sur l'égalité, on est sur du bénévolat? Donc, voilà, je peux répondre, mais je veux dire que... voilà. Et alors, du coup, j'en viens à une question. Vous avez dit donc qu'il y a des difficultés d'interprétation selon des départements, des obstacles, etc. Et vous avez parlé, par exemple, notamment, je crois que c'est Hélène de Rugy, de 5 refus. Je me demande, face à ces 5 refus, quel recours il y a? Et est-ce qu'on peut utiliser, je vais le dire comme ça, je ne pense pas que ce soit le terme adéquat, mais la jurisprudence, puisque dans d'autres départements, cette politique-là n'est pas appliquée. Est-ce qu'on peut se servir de la jurisprudence? Et ma dernière question, c'est que comment nous, en tant que sénatrices et sénateurs, on peut intervenir dans les départements? Donc, est-ce qu'on peut avoir cette liste des départements qui n'ont pas les commissions? Et comment, donc, on peut intervenir, nous, pour exiger des préfets des éléments? Et du coup, et je finirai là-dessus, suite à votre audition, je ne l'avais pas encore fait, mais je vais demander une rencontre avec le préfet de mon département, pour avoir, enfin j'allais dire qu'il me rende des comptes, c'est un peu, c'est pas là encore, c'est maladroit, mais en tout cas pour avoir un échange avec lui sur cette question particulière et pour montrer au préfet que au moins il y a un ou une parlementaire qui dans le département va être vigilante. Et ça, je pense qu'on peut toutes et tous le faire. Alors, une dernière prise de parole, je crois, avec Marie-Vonne Blondin, notre collègue. Merci, Madame la Présidente. Évidemment, je ne peux que me joindre aux différents propos qui ont été donnés et surtout la longueur de temps qu'il nous a fallu pour adopter la loi et la force de conviction et de mobilisation. Je crois que véritablement, ça c'est un point qui me reste toujours en tête. Vraiment 3 ans pratiquement. Nous sommes ici au 2e anniversaire, presque jour pour jour, de l'adoption de la loi. S'il faut 3 ans pour véritablement mettre en application cette loi si importante pour les femmes, je crois qu'on a le temps de s'essouffler, mais on ne le fera pas parce que nous sommes évidemment convaincus de la nécessité d'y apporter des réponses. Et je crois, on ne mesure pas, nous, on vote la loi, on vote le cadre, on vote les différents articles. Il y a ensuite le réglementaire. Et le réglementaire prend, par les délais de sortie des décrets d'application, beaucoup plus de temps parfois, ou ne sortent pas encore, sont toujours en cours d'écriture et de discussion. Mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, nous, parlementaires. Donc il était important que nous fassions ce point d'étape, parce que nous avons dans la presse lu des articles, inefficacité de cette loi, etc. Très peu de sorties. Bien sûr que ça interpelle la population qui n'est pas nos concitoyens, qui ne sont pas véritablement informés. Mais alors à quoi ça servait de faire tout ce bruit autour de la lutte contre le système prostitutionnel? Je crois que vraiment, il nous faut
saisir notre bâton de pèlerin. Comme disait, moi j'ai noté tout de suite sur mon papier, prévoir rendez-vous avec le préfet déjà. Et vous avez évoqué la Bretagne, et ça, évidemment, ça me touche à cœur. Les 4 départements bretons. Probablement le tien. Ah oui, ah bah bien sûr. Il n'y en a que 4. On n'a pas relié la Bretagne historique encore. On est cité en exemple pour une fois. Mais je citerai en exemple le travail des associations que vous n'avez pas mentionnées, qui sont aussi Agora Justice et le CIDF. Elles sont très impliquées dans ce travail en lien avec les procureurs. Nous avons la chance, par contre, dans mon département, d'avoir des procureurs et des forces de police et de gendarmerie très impliqués, très investis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dont la prostitution en fait partie. Je pense que ce qui s'est passé, et on ne l'a pas peut-être assez souligné, je crois qu'il y a tout ce problème de migration qui est venu impacter tout cela. Et on sait que malheureusement, les femmes, dans tous ces parcours de sortie de leur pays, dans ces parcours de migration, sont victimes. Et elles constituent, je dirais, un vivier de victimes de prostitution. Et là, comment faire? C'est la double ou triple peine, parce qu'elles n'ont pas leurs papiers, elles sont sous OQTF, et en plus on leur refuse la sortie après avoir été les victimes dans des conditions absolument atroces. Moi, et je crois que ça c'est un point, je crois que nos préfets sont très absorbés par ces problèmes de migrants qui arrivent, de réfugiés, de prise en compte de leur situation, de les mettre dans des cadavres. Ils en reçoivent toutes les semaines dans les différents départements. Donc il faut trouver des places, ensuite il faut mettre en place toutes les procédures. Donc je crois que ça c'est une aussi des raisons pour lesquelles ça traîne un peu cette mise en place des commissions. Néanmoins... Il faut des acteurs. Oui. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi un travail à faire et qui m'a interpellée, moi, ce sont les arrêtés municipaux qui sont toujours d'actualité. Mais enfin, c'est incroyable ça. Et qui sont appliqués, et alors que notre objectif était de pénaliser le client. On ne va pas acheter comme ça un acte sexuel. Ils n'ont plus de base légale? Non. Et pourquoi ça continue? Et ça continue toujours. Ça, c'est un point véritablement à dénoncer, et notre délégation pourrait le faire. Et bon, je ne voudrais pas monopoliser, mais là... mobilisation du gouvernement qui en a fait une de ses priorités. Moi, je ne comprends pas, parce que les priorités gouvernementales, excusez-moi, il y en a tellement que je ne sais plus laquelle est plus prioritaire que les autres, et quels sont les moyens qu'on donne. Parce que là, on a fait cette loi, et je pense qu'elle n'est pas assez prise en compte par le gouvernement actuel, parce que tout y est. Il suffit de s'y raccrocher et de pouvoir, comme tu le disais, tout sur le harcèlement dans les rues, etc., sur l'espace public, c'était tout. Donc raccrochons-nous. Il ne faut pas balayer tout ce qui a été fait. Ça a commencé par Najat, ça a été après poursuivi, il y avait, tu les as cités, Pascal, Laurence, etc. Donc c'est un travail de longue haleine, et on a l'impression que maintenant, pouf, tout ça s'est balayé et on recommence par certaines choses. Je crois qu'il faut se servir de ce que le passé nous a donné, et que, voilà, il y a là le socle, et nous devons les mettre en œuvre. Voilà, et on attend notre mobilisation à toutes, parce que je vous rassure, messieurs qui font partie de l'Institut, nous avons des hommes aussi dans notre délégation, mais ils sont, je crois que toutes et tous, nous avons un problème de transport actuellement pour rejoindre nos circonscriptions.
Merci, chers collègues. Je vais peut-être laisser les intervenantes réagir sur les différents propos qui ont été développés et ensuite on fera une petite conclusion. Merci beaucoup pour vos affirmations et vos questions. Alors, je vais répondre à la question très précise de Laurence Cohen sur la question des refus. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au refus du préfet sur l'entrée dans le parcours de sortie de prostitution? Première chose, nous avons un rendez-vous avec le préfet pour discuter et nous travaillons avec les femmes pour savoir si elles souhaitent qu'on les accompagne sur un recours gracieux, puis un recours administratif. Mais j'insiste sur cette question, c'est elle qui compte, hein, et nous ne ferons une jurisprudence que si elles sont prêtes à le faire. Mais effectivement, ça paraît être la seule voie que de construire une jurisprudence là-dessus, puisque c'est... Oui, c'est 5 au même endroit, oui. C'est 5 au même endroit et les 5, on se battra au moins sur 4, bec et ongle. Mais avec la question de la sécurité des femmes. Sur la question, bien entendu, plus vous pourrez insister auprès des préfets, mieux ce sera, étant donné que toutes les associations spécialisées sont disponibles pour former un maximum d'associations généralistes. Enfin, vous avez tout à fait raison. Plus il y aura d'acteurs pour accueillir les personnes, et mieux ce sera. Et plus on est nombreux sur un territoire à être agréé, mieux c'est aussi, puisque on est plusieurs à se soutenir, et en particulier dans les débats devant la commission, c'est très technique, mais l'association qui a présenté les dossiers doit, d'après le décret, sortir de la pièce quand le dossier est discuté, et donc on a vraiment intérêt à être plusieurs associations qui connaissent la problématique. Moi, je voudrais ajouter une illustration du dossier de pénalisation des clients. Puisque, comme vous l'avez dit, bien entendu, c'est absolument essentiel à la loi, puisque c'est la conséquence logique de la reconnaissance de la prostitution comme une violence. C'est une violence qui est faite aux femmes, et donc avec des auteurs qui sont en premier lieu les acheteurs de prostitution. Donc là, nous participons à titre expérimental, nous intervenons dans des modules des stages de responsabilisation qui sont mis en place en Seine-et-Marne et qui sont portés par une association de contrôle judiciaire. Donc effectivement, il y a des partenariats qui sont logiques. Donc ces stages se font pendant 2 jours. Il y a d'une part une explication de la loi, et ensuite nous intervenons pour faire réfléchir sur ce que sont ces personnes humaines, que sont les personnes en situation de prostitution. Et là, c'est intéressant parce que toute l'analyse qui a porté la loi est complètement confirmée. Pendant le stage auquel j'ai assisté, donc ça s'appuie sur une discussion et une expression, bien sûr, des acheteurs, enfin des condamnés, de ceux qui ont été verbalisés. Et on voit apparaître les représentations, mais alors basiques, des relations hommes-femmes. J'ai entendu un monsieur dire mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? La sexualité masculine, moi, c'est comme un coq dans une basse-cour, je ne peux pas y résister. Et il a ajouté, la sexualité des femmes, c'est uniquement pour la reproduction. Donc, donc on voit combien il est utile de discuter. Et quand ce monsieur est arrivé à dire ça, bah, ça prouve qu'il y avait déjà une prise de conscience. Et ces stages, ça fonctionne. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience, et en particulier parmi les plus jeunes acheteurs. Quand ils se rendent compte que c'est pas juste, je suis désolée, tirer un coup, c'est faire une violence grave à une personne, à une femme, et de façon plus anecdotique à un homme, il peut y avoir une prise de conscience. Et c'est aussi tout le sens de cette pénalisation, qui a souvent été caricaturée comme on veut désigner les mauvais. Non, on veut faire une prise de conscience qu'il s'agit d'une violence, et c'est quelque chose qui fonctionne. Très rapidement, je vais laisser la parole à mes collègues, mais vous avez tout à fait raison de souligner la question de la politique migratoire. Là, moi, je voudrais souligner d'abord qu'il est absolument scandaleux que la France ne
respecte pas ses engagements internationaux en matière de protection des victimes de traite des êtres humains. Et ça a été signé. Il y a des rapports du groupe d'experts du Conseil de l'Europe qui dit bien que la France ne respecte pas. Actuellement, nous n'avons plus de plan national de lutte contre la traite des êtres humains. Le plan national s'est arrêté en 2016. Plus rien. Il n'y a pas de mécanisme national de référence qui devrait pouvoir assurer une protection des victimes de traite. On voit que dans l'application des accords de Dublin, des victimes de traite qui ont été exploitées, dressées en Italie, sont renvoyées en Italie. Nous, on a une avalanche de personnes qui viennent avec des arrêtés de transfert en Italie. Or, elles tomberont dans les pattes de leurs exploiteurs. Et moi, je vais même plus loin. Toutes les politiques restrictives, et en particulier ce qui est contenu dans la loi immigration-asile, est une aide objective aux trafiquants. Et c'est dramatique. C'est dramatique puisque les victimes de traite qui se trouvent repoussées en Italie, qui se trouvent en situation irrégulière, qu'on n'admettrait pas dans le parcours de sortie, qui n'ont pas d'hébergement, elles sont dans les pattes de leurs trafiquants qui les exploitent encore mieux. Je pourrais argumenter encore, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si on ne protège pas les victimes, si on ne leur procure pas des hébergements et des hébergements sécurisés, malheureusement, nous, on a 325 places d'hébergement, on est obligé quand même de faire appel à l'hôtel. On a signalé la disparition de 2 femmes qui avaient été mises à l'abri et qui visiblement ont été enlevées par leur réseau de femmes adultes. Et puis il y a la question des enfants. Encore hier, on m'a demandé qu'on puisse bien héberger une jeune fille qui apparemment a 14 ou 15 ans et qui a des papiers de 19 ans. Nous ne sommes pas agréés pour héberger des mineurs. Maintenant, on ne peut... Mais l'aide sociale à l'enfance refusera. Elle a des papiers de 19 ans. Et donc là, on se trouve face à des situations qui sont humainement dramatiques. C'est-à-dire que nous avons des jeunes filles qui, pour nous, c'est évident, sont des jeunes filles. On les présente, on les accompagne aux plateformes d'accueil des mineurs isolés. On nous dit, mais ça ne nous concerne pas puisqu'elles sont majeures. Notre financeur nous dit vous n'avez pas le droit d'héberger des mineurs. Donc nous avons des majeurs mineurs et nous en avons de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de les héberger à l'hôtel et l'hôtel c'est la pire des solutions. Alors on se bat pour les faire reconnaître comme mineurs, mais c'est extrêmement difficile. Oui. Oui. Je vais passer là. Mes collègues. Je remets une couche sur la politique de lutte contre l'immigration. J'en suis désolée, mais on a un cas, nous aussi, pratique d'une femme qui a dénoncé son réseau nigérian, qui a déposé une demande de parcours de sortie de prostitution et donc son dossier a été ajourné en attendant d'informations complémentaires. L'information complémentaire, c'est est-ce que la procédure Dublin va être mise en place pour la renvoyer en Italie? Donc c'est une femme qui, de l'Italie, n'a connu que le réseau de proxénétisme qui allait la chercher dans le camp de réfugiés, qui l'a prostituée dans des conditions s'il y a d'horreur absolue en Italie. La seule chose qu'elle connaît de l'Italie, et ce que sa mémoire traumatique également connaît de l'Italie, ce sont tout ça. Donc la renvoyer là-bas, mais c'est la renvoyer à la mort, en fait, très concrètement. Donc là, oui, j'en rajoute, mais les femmes victimes de violences doivent d'abord être considérées comme des femmes victimes de violences à protéger par l'État. Il y a la Convention de Varsovie, les obligations légales, et le raccourcissement des délais d'examen à l'OFPRA notamment est extrêmement préjudiciable parce que ça nous laisse moins de temps pour approcher des femmes qui ne savent même pas ce qu'elles font à l'OFPRA. Elles sont envoyées par leur réseau pour déposer une demande qui n'aboutira pas parce que les réseaux font en sorte qu'elles n'aboutissent pas. C'est une fausse demande qui leur laisse le temps de gagner de l'argent sur leur dos parce qu'elles sont régulières pendant un court temps. Et une fois qu'elles seront usées, elles seront déboutées et voilà. Nous, quand elles sont à l'OFPRA, il nous faut nous laisser le temps de pouvoir les approcher pour
lever l'emprise du réseau et reconstruire avec elles le récit qui leur donne droit au statut de réfugié. Bon. Voilà, c'est le coup de gueule du moment sur le projet de loi Asile et Immigration, mais c'est vrai qu'on a du mal à être entendu. Sur la question de la mise en œuvre, en fait, le combat, il a effectivement commencé même avant le dépôt de cette proposition de loi. Et ce qu'on a l'habitude de dire, nous, Mouvement d'Unis, c'est qu'il a fallu 7 ans pour obtenir cette loi. Il faudra peut-être encore 7 ans pour commencer à avoir les premiers effets de mise en œuvre. Quand on en parle en Suède, par exemple, elles nous disent, mais nous, on fait des évaluations à 20 ans. Pour voir l'évolution d'une société qui a, pendant des millénaires, considéré que c'était le fait des femmes qui souhaitaient travailler pour assouvir les besoins sexuels, je mets des guillemets, c'est filmé donc c'est bon, les besoins sexuels irrépressibles des hommes, c'est 2 ans dont une année de texte réglementaire à sortir et 1 an de mise en œuvre. On est sur un temps ridicule et je suis désolée, mais les adversaires de cette loi sont vraiment de mauvaise foi de vouloir sortir des chiffres sur l'effet de cette loi alors qu'elle commence tout juste. Et donc bon, dans 7 ans peut-être on pourra voir les premiers effets. Encore faut-il effectivement qu'elle soit mise en œuvre. Je reviens sur le projet de loi de finances 2018 parce qu'il est illustrant de la considération du sujet, je trouve. Effectivement, les sénateurs et sénatrices ont obtenu de rétablir les budgets tels qu'ils étaient prévus en 2017. Ça a été supprimé à l'Assemblée nationale. Et donc en fait, les éléments de langage, en tout cas ce qui nous a été expliqué, c'est regardez sur 2017, vous ne serez pas en mesure, à moyen constant, de compter plus de 600 parcours de sortie. Déjà 600, ça paraît gigantesque. Donc pourquoi est-ce que les associations se battent pour obtenir 1000 aides financières à l'insertion sociale? Parce que c'est ça qui fait la diminution importante de ce budget de 25%, c'est qu'on diminue l'objectif de parcours de sortie, en tout cas d'aide financière à l'insertion sociale, de 1000 à 600. Et donc on nous dit, oh, regardez bien, enfin principe de réalité, vous voyez bien, vous ne serez pas en capacité d'accompagner 1000 personnes. Alors que, je sais pas, moi logiquement, je me dis, si l'État français veut se donner les moyens de proposer des parcours de sortie à au moins 1000 personnes, et nous, les associations, on estime qu'il y a à peu près 9000 personnes qui sont en contact régulier avec nous et qui pourraient bénéficier de ce type de dispositif. Donc 1000 parcours par an, c'est pas non plus gigantesque. Donc voilà, c'est considéré qu'on reste à moyen constant. Donc on en est sur ce qu'on se disait tout à l'heure, il n'y a pas de volonté à changer d'échelle sur ce sujet-là. Ça, c'est vraiment important. Et dans le contexte où, effectivement, la parole des femmes se libère sur les violences, il faut voir que dans la prostitution, les violences qu'elles subissent au-delà de l'acte sexuel tarifé qui en soi une violence, les violences qui sont autour, elles sont 10 fois plus victimes de viols. Il y a vraiment une concentration des violences sur les personnes prostituées qui est puissance 10 par rapport à ce que vit la population féminine en France. Le viol des personnes prostituées n'est toujours pas reconnu. Alors, effectivement, le viol des personnes prostituées, je leur dis parce qu'il n'y a pas le micro, mais le viol des personnes prostituées n'est pas reconnu. Alors, il y a dans cette loi la circonstance aggravante sur les violences. Donc voilà, donc cette loi, elle vise quand même à lever l'impunité sur ce viol, mais effectivement, dans l'idée des gens, c'est juste on n'a pas payé en fait. Ce sont des personnes qui sont disponibles, c'est des corps disponibles. Donc nous, dans le contexte MeToo et dans le contexte d'une grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, on ne comprendrait pas que la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre le système prostitutionnel ne soit pas mise en place. C'est incompréhensible. Ça va, toutes les grilles de lecture là convergent pour dire mais allons-y, mettons en place cette loi qui était indispensable pour lutter contre le continuum des violences faites aux femmes et pour l'égalité. Sur les arrêtés anti-prostitution, rapidement, nous évidemment on les dénonce. On voit des cas absolument hallucinants de personnes qui sont arrêtées sur les lieux de prostitution et envoyées en centre de rétention. Et là, j'en appelle effectivement aussi au préfet, c'est-à-dire qu'il y a quand même un principe de légalité que doit vérifier le préfet quand il valide des arrêtés municipaux. Donc évidemment, il ne peut pas valider tous les arrêtés et contrôler tous les arrêtés. Enfin, il pourrait y avoir une volonté nationale de demander au préfet d'avoir une attention particulière sur les arrêtés de stationnement ou des ordres à l'ordre public ou de prostitution, parce qu'il y en a encore qui sont vraiment explicites, pour les annuler. Et si besoin, les inverser.
Enfin, si les maires veulent mettre leur police municipale sur la verbalisation des clients, apparemment à Mulhouse ils sont en train d'y réfléchir et de peut-être le faire, pourquoi pas, mais que ça respecte les principes de la France et la loi française. Et sur le point d'étape et sur les commissions qui sont mises en place, on a fait un dossier dans notre revue Prostitution et Société, donc vous avez la carte. J'en ai ramené quelques-uns, mais il est disponible en ligne parce que comme on est associatif, on est gentil, donc on met tout gratuitement plutôt que de faire payer les numéros. Mais du coup, il y a un point d'étape qui a été fait. On ne parle pas d'évaluation, on parle de point d'étape parce qu'à notre sens, à ce stade-là, on en est sur l'évaluation de la mise en œuvre de cette loi et pas de ses effets. Effectivement, je me suis aperçue parce que j'avais regardé avant de venir et c'est le dossier de presse que vous avez fait, une bonne loi, un essai à transformer et là il y a des chiffres clés. Donc moi je l'ai pris sur internet, donc voilà. Oui, moi je voulais juste intervenir. C'est le mouvement, c'est la revue du mouvement. Moi, je voulais juste intervenir rapidement pour appuyer les propos de mes collègues sur le projet de loi Asile-Immigration. J'ai dit que nous, on coordonnait aussi le plaidoyer interassociatif sur la question de ce projet de loi Asile-Immigration. Bon, de toute façon, toutes les dispositions qui vont aller restreindre l'accès au droit d'asile, à la procédure et aux droits des personnes vont de toute façon avoir un impact plus important sur celles et ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc ça va avoir un impact plus important sur les personnes victimes de la traite, sur les personnes LGBT, sur les femmes victimes de violences. Voilà. Donc il y a vraiment une urgence à regarder précisément ce texte de loi et à voir aussi ce que le Sénat peut porter dans ce cadre-là. On peut aussi on a rencontré, enfin il y a déjà des rencontres qui sont en cours sur cette question-là, mais on est aussi disponible pour se voir, pour parler de la traite, et notamment avec l'amicale d'Uni sur ce projet de loi Asile. Il y a notamment toute la question des réexamens qui seront plus suspensifs, des demandes de réexamen de la demande d'asile qui ne seront plus suspensives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait vous pouvez être renvoyé. En fait, votre recours, enfin votre réexamen, votre demande de réexamen ne justifie pas nécessairement que vous restiez sur le sol français. Le problème, c'est qui est-ce qui fait beaucoup de demandes de réexamen, de demandes d'asile? Les victimes de la traite des êtres humains, puisque elles sont souvent fait des faux récits. Et donc c'est dans ce genre de cadre-là, éléments nouveaux, etc., qu'on dépose. Donc il y a des dispositions qui vont clairement avoir un impact négatif sur les victimes de la traite. Et j'appuierai aussi ce que vient de dire Hélène de Rugy sur les moyens qui sont mis aujourd'hui dans la lutte contre la traite des êtres humains. On est face à une urgence majeure, sociale, humanitaire majeure en matière de traite des êtres humains. Il y a eu un émoi autour de ce qui s'est passé, des images qu'on a vues sur la Libye. Voilà, aujourd'hui, la traite des êtres humains augmente et on a en France un dispositif qui est ineffectif. Alors il y a des choses qui fonctionnent, il y a le dispositif accès mais qui est sous-doté, sous-déployé, etc. Et puis la MIPROF aujourd'hui n'a pas les moyens de mener à bien sa mission, c'est-à-dire coordonner la politique de lutte contre la traite en France. Donc c'est aussi un autre chantier mais qui est quand même important. Et en termes de stratégie, simplement je voulais dire que du point de vue des associations que je représente ici, qui sont pas abolitionnistes à proprement parler, parce qu'elles estiment que c'est pas leur objet, en fait, de prendre des positions. Alors, il y en a qui le sont, notamment quand elles travaillent plus particulièrement sur les violences faites aux femmes. D'autres ne le sont pas parce qu'elles estiment que c'est pas l'objet de leur association d'avoir des positionnements tels que celui-là sur les enjeux de société. Par contre, ces associations-là, elles sont extrêmement vigilantes et attentives à la question de la situation sociale, à la question de la précarité sociale. Et je pense que d'un point de vue stratégique, il y aurait intérêt à parler de cette question de la prostitution aussi comme d'une urgence sociale. Qui touche les droits des femmes, qui est bien sûr lié à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et voilà, je rajoute pas tout ce qui a été dit avant, mais d'un point de vue stratégique, il me semble que aussi pour couper l'herbe sous le pied à celles et ceux qui voudraient caricaturer le débat, et qui voudraient en tout cas caricaturer la loi aussi. Il faut, à mon avis, essayer d'avoir cette approche-là aussi et de regarder la réalité de ce qu'est la prostitution aujourd'hui. L'immense majorité des personnes qui sont rencontrées par les associations et donc qui, à un moment donné, peuvent bénéficier de cette loi d'une manière ou d'une autre, ce sont des personnes qui sont étrangères,
avec un statut administratif précaire, avec une situation de précarité, de dépendance vis-à-vis de réseaux. Et donc voilà, ces personnes-là, il n'y a pas de doute sur leur volonté ou non d'exercer la prostitution. Je pense que c'est important de le dire, au-delà après de l'approche genrée qu'on peut avoir de ce sujet. Ça n'enlève rien à cette approche, mais d'un point de vue stratégique, me permet de dire aussi, du point de vue duquel je parle, comment on peut aussi aborder les associations et le secteur associatif. Voilà, c'est exactement ça. Voilà donc pour cette table ronde sur le parcours de sortie de la prostitution, un événement organisé par la délégation aux droits des femmes du Sénat, un événement organisé à l'occasion des 2 ans de la loi du 13 avril 2016 qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ainsi qu'à accompagner les personnes prostituées. Vous l'avez vu, plusieurs intervenants et notamment des représentantes de l'amicale d'Uni, du mouvement d'Uni ainsi que de la Fédération des acteurs de la solidarité. Le parcours de sortie de la prostitution, c'est une des mesures phares de cette loi. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.